Tu connais cette sensation où ton esprit devient un tourbillon incontrôlable, où les pensées s'enchaînent sans permission, où tu rejoues en boucle des conversations qui n'existent pas et des scénarios qui n'arriveront probablement jamais? Ce chaos mental qui transforme chaque petite inquiétude en montagne insurmontable. Tu n'es pas là par hasard. Une partie de toi cherche désespérément un moyen de faire taire ce bruit constant, de retrouver ce calme qui semble appartenir à une autre vie, à une autre version de toi qui existait avant que ton esprit devienne ce champ de bataille épuisant. Voici ce qui est fascinant. Des hommes qui ont affronté des situations infiniment plus difficiles que les nôtres ont trouvé la paix mentale. Marc Aurèle dirigeait l'Empire romain pendant les guerres, les épidémies, les trahisons, et il écrivait chaque soir pour ne pas se laisser consumer par le chaos extérieur. Épictète a vécu en esclavage, dans les chaînes physiques, et pourtant il a découvert qu'un esprit maîtrisé est plus libre qu'un corps sans chaîne. Sénèque naviguait les conspirations mortelles de Rome et trouvait quand même la sérénité intérieure. Si ces hommes ont calmé leur mental dans un monde de danger réel et immédiat, pourquoi toi tu ne pourrais pas le faire avec les dangers imaginaires que ton esprit crée? Aujourd'hui, je vais te montrer 8 leçons stoïciennes qui vont transformer ton esprit de tortionnaire en allié. Ce ne sont pas des phrases motivationnelles creuses, ce sont des outils éprouvés par l'histoire et confirmés par la science moderne, des principes qui ont survécu 2000 ans parce qu'ils fonctionnent vraiment. Alors arrête de chercher des solutions magiques qui n'existent pas et commence à apprendre comment les plus grands esprits de l'histoire ont maîtrisé le leur. Parce que ton esprit n'est pas ton ennemi. C'est un outil puissant qui a juste besoin d'être dirigé. Reste jusqu'au bout. La dernière leçon va te révéler la vérité, la plus libératrice sur ton mental, celle qui change absolument tout. Avant de commencer, si cela a du sens pour toi, écris ici en bas dans les commentaires. Le calme est entre mes mains. Je suis stoïque. Mon esprit est serein. Et avant la première leçon, je te demande juste 2 choses. Mets un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui méritent aussi d'apprendre à vaincre avec légèreté. Maintenant, commençons. Leçon 1. Tu dépenses plus d'énergie mentale à éviter qu'à faire. Tu passes des heures à penser à cette conversation difficile que tu dois avoir, à imaginer tous les scénarios possibles, à préparer mentalement chaque réponse, à anticiper chaque objection. Et pendant tout ce temps, la conversation n'a toujours pas eu lieu, le problème n'est toujours pas résolu, tu as juste épuisé ton énergie mentale à tourner en rond. Voici ce qui se passe vraiment. Ton esprit utilise la réflexion comme une forme sophistiquée de procrastination. Il te convainc que penser au problème, c'est travailler sur le problème, que planifier l'action, c'est presque aussi bien qu'agir. Mais réfléchir à faire quelque chose et le faire sont 2 univers complètement différents. Tu dois appeler quelqu'un pour clarifier un malentendu. Au lieu de prendre le téléphone 10 minutes, tu passes 3 jours à ruminer la conversation parfaite. Tu dois commencer ce projet qui traîne. Au lieu d'ouvrir le document, tu perds des heures à te préparer mentalement. Le ratio est catastrophique. 10 heures de torture mentale pour 10 minutes d'action réelle. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Ton esprit transforme chaque petite action en montagne d'obstacles mentaux qu'il faut d'abord franchir dans ta tête avant même d'essayer dans la réalité. La science moderne confirme ce pattern destructeur. Des études en psychologie comportementale montrent que l'évitement cognitif augmente significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Plus tu évites mentalement, plus ton corps réagit comme si le danger était réel. Ironiquement, l'action réduit le stress, tandis que l'évitement le multiplie. Imagine quelqu'un qui se tient devant une porte fermée. Au lieu de simplement tourner la poignée, cette personne passe des heures à imaginer ce qui pourrait être derrière, à se demander si la porte est vraiment fermée, à calculer la meilleure façon de l'ouvrir. Pendant ce temps, la porte reste fermée et l'anxiété monte. Ton esprit adore créer des problèmes imaginaires parce que ça lui donne l'illusion de faire quelque chose d'utile. Je ne procrastine pas,
je réfléchis stratégiquement, je me prépare. Non, tu évites. Et ton esprit habille cet évitement en travail productif pour que tu te sentes moins coupable. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu ne dépenses pas ton énergie sur le problème réel. Tu la dépenses sur tous les jugements et scénarios que ton esprit construit autour du problème. Arrête de confondre préparation mentale et paralysie déguisée. Des recherches en thérapie cognitivo-comportementale montrent que l'action, même imparfaite, réduit l'anxiété anticipatoire beaucoup plus efficacement que n'importe quelle quantité de préparation mentale. 5 minutes d'action valent mieux que 5 heures de rumination. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cette conversation difficile que tu redoutes depuis une semaine prendra probablement 15 minutes dans la réalité, mais ton esprit t'a déjà fait souffrir pendant des heures à l'imaginer. Observe combien de choses tu as évitées mentalement cette semaine, qui finalement n'ont pris que quelques minutes quand tu as fini par les faire. Ce rapport écrasant entre anticipation anxieuse et réalité simple devrait te montrer à quel point ton esprit te ment. Commence par cette règle simple. Quand tu te surprends à penser à quelque chose depuis plus de 10 minutes sans agir, soit tu agis immédiatement, soit tu décides consciemment de ne pas le faire et tu arrêtes d'y penser. Mais cette zone grise où tu rumines sans agir, c'est là que ton énergie mentale meurt pour rien. Transforme l'énergie d'évitement en énergie d'action. La prochaine fois que ton esprit commence son cirque d'analyse paralysante, demande-toi quelle est la plus petite action concrète que je peux faire maintenant. Envoyer la première ligne de l'email, composer le numéro même si tu trembles, ouvrir le document, même si tu ne sais pas quoi écrire. Maintenant, je veux te demander, quelle tâche concrète as-tu remise à demain cette semaine, uniquement parce que ton esprit préfère ruminer plutôt qu'agir? Écris-la dans les commentaires et partage quelle action précise tu vas faire aujourd'hui, parce que ton engagement peut inspirer quelqu'un d'autre à sortir de sa paralysie mentale et passer enfin à l'action. Leçon 2. Tu te noies dans les détails au lieu de voir la solution simple. Tu dois choisir un restaurant pour ce soir avec des amis, une décision qui devrait prendre 2 minutes. Mais au lieu de choisir, tu passes 1 heure à comparer les menus en ligne, à lire sans avis, à analyser les prix au centime près, à calculer le temps de trajet exact. Pendant ce temps, tes amis attendent ta réponse et tu es épuisé mentalement pour une simple sortie. Ton esprit adore la complexité parce que ça le fait se sentir intelligent et nécessaire, alors il transforme chaque décision simple en équation à 1000 variables. Devrais-je envoyer ce message? Devient une thèse doctorale sur le timing parfait, le ton optimal, les mots exacts, les réactions possibles. Regarde combien de fois la solution la plus simple était exactement la bonne, mais tu l'as écartée parce qu'elle semblait trop simple, trop évidente, trop directe. Tu veux acheter un vêtement. Au lieu de choisir celui qui te plaît, tu compares pendant des heures toutes les options possibles. Tu dois répondre à une question au travail. Au lieu de donner ta réponse directe, tu analyses 1000 implications hypothétiques. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vue d'ensemble. Prendre du recul pour voir le problème dans sa totalité plutôt que se perdre dans ses détails. Ton esprit fait exactement l'inverse. Il zoome tellement sur les détails qu'il perd complètement la vision d'ensemble et la solution évidente qui vient avec. Des études en psychologie cognitive montrent que l'analyse excessive, ce qu'on appelle analysis paralysis, active les mêmes zones cérébrales que l'anxiété chronique. Plus tu analyses de détails, plus ton cerveau produit de cortisol, te maintenant dans un état de stress constant. La décision simple devient impossible parce que ton esprit est submergé par trop d'informations. Imagine quelqu'un qui veut aller au point B depuis le point A. La ligne droite est évidente, mais cette personne passe des heures à calculer tous les chemins alternatifs possibles, à analyser chaque route secondaire, à peser les avantages microscopiques de chaque variation. Pendant ce temps, d'autres ont pris la ligne droite et sont déjà arrivés. Ton overthinking se déguise en diligence, en prudence, en intelligence. Je ne suis pas indécis, je suis minutieux, je considère tous les angles. Mais considérer tous les angles d'un problème simple, c'est comme utiliser un microscope pour lire un panneau routier, tu obtiens beaucoup de détails inutiles et tu rates le message principal.
Épictète enseignait à se concentrer sur l'essentiel et laisser le superflu, mais ton esprit fait exactement l'inverse. Il se concentre sur 1000 détails superflus pendant qu'il ignore complètement les quelques éléments essentiels qui rendraient la décision évidente. Arrête de chercher la solution parfaite qui prend en compte chaque variable possible et commence à chercher la solution suffisante qui résout le problème principal. La recherche montre que les décisions prises rapidement avec 70% d'informations sont souvent aussi bonnes, sinon meilleures, que celles prises lentement avec 100% d'informations, simplement parce que l'action permet l'ajustement en temps réel. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et se noyer dans les détails est exactement ça. Chaque heure passée à analyser des détails qui ne changent rien à la décision principale est une heure volée à ta vie. Teste cette approche. Quand tu es face à un problème, demande-toi, si je devais décider en 30 secondes, quelle serait ma réponse? Cette première réponse, instinctive, est souvent la bonne. Tout ce qui vient après, c'est ton esprit qui complique pour justifier son existence. Simplifie radicalement. Pour chaque problème, demande-toi, quelle est la chose la plus simple que je peux faire qui résoudrait 80% de ce problème? Puis fais cette chose au lieu de chercher la solution compliquée qui résoudrait 100% en théorie, mais 0% en pratique, parce que tu ne la mettras jamais en œuvre. Maintenant, je veux te demander, face à quel problème cette semaine pourrais-tu poser la question « Quelle est la solution la plus simple ici ?» au lieu de te perdre dans les détails? Écris-le dans les commentaires parce que ton exemple de simplification peut montrer à quelqu'un d'autre qu'il existe toujours un chemin plus direct que celui que notre esprit complique. Leçon 3. Ton dialogue intérieur te parle comme tu ne parlerais jamais à personne. Tu fais une petite erreur dans une présentation au travail, rien de grave, personne n'en parle même après. Mais écoute comment tu te parles à toi-même dans ta tête. Je suis tellement stupide. Je rate toujours tout. Tout le monde a dû remarquer. Il pense que je suis incompétent. Tu traiterais jamais un ennemi avec cette cruauté constante, mais c'est exactement comme ça que tu te parles toute la journée. Ton dialogue intérieur est un tyran impitoyable qui ne rate jamais une occasion de te rabaisser, de te critiquer, de te rappeler chaque erreur, chaque défaut, chaque fois où tu n'as pas été à la hauteur. Et tu l'écoutes comme si cette voix disait la vérité absolue au lieu de reconnaître que c'est juste du bruit mental toxique. Imagine comment tu parlerais à un ami qui a fait la même petite erreur que toi. Tu lui dirais probablement « ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, tu vas apprendre de ça ». Tu serais encourageant, compréhensif, tu minimiserais l'erreur en la mettant en perspective. Mais à toi-même, zéro compassion, juste un flot constant de jugements brutaux. Marc Aurèle se rappelait constamment de se parler avec bienveillance, de traiter ses propres pensées avec la même générosité qu'il accordait aux autres. Ton esprit fait exactement l'inverse, il garde toute sa cruauté pour toi et montre sa meilleure face aux autres. La science moderne a démontré que le dialogue intérieur négatif chronique active les mêmes circuits neuronaux que le stress post-traumatique. Des études en neurosciences montrent que te critiquer constamment augmente l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, et diminue l'activité du cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle. En d'autres termes, ton autocritique constante recable littéralement ton cerveau pour l'anxiété. Pense à la dernière fois que tu as oublié quelque chose d'important. Comment ton dialogue intérieur a réagi? Probablement avec « comment tu as pu être aussi con ?» Tu oublies toujours tout. Tu ne changeras jamais. Maintenant, imagine qu'un ami te parlait comme ça. Tu le virerais de ta vie immédiatement, mais cette voix dans ta tête, tu la laisses régner. Ton critique intérieur prétend te motiver, te protéger, te pousser à être meilleur. Mais en réalité, il te paralyse, il détruit ta confiance, il transforme chaque petit échec en preuve de ton inutilité fondamentale. Cette voix ne t'aide pas, elle te sabote activement. Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par nos jugements sur ces événements. Et le jugement le plus destructeur, c'est celui que tu portes sur toi-même. Chaque phrase cruelle que tu te dis ajoute une couche de souffrance inutile sur ce qui arrive. Arrête de croire que cette cruauté envers toi-même est nécessaire ou productive.
Remplace « je suis nul » par « j'ai fait une erreur et je vais apprendre ». Remplace « je n'y arriverai jamais » par « c'est difficile, mais je peux progresser ». La recherche sur l'autocompassion montre que les gens qui se parlent avec gentillesse récupèrent plus rapidement des échecs et performent mieux que ceux qui s'autocritiquent sévèrement. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et ton dialogue intérieur cruel, c'est exactement ça. La réalité, c'est que tu as fait une petite erreur. Ton imagination transforme ça en preuve que tu es fondamentalement défectueux. Commence à observer ton dialogue intérieur comme si c'était une personne externe. Tiens, voilà mon critique intérieur qui me dit que je suis nul, comme d'habitude. Cette simple observation crée de la distance et tu réalises que ces pensées ne sont pas des faits, juste des patterns mentaux toxiques. Pratique la compassion envers toi-même activement. Quand tu te surprends à te parler cruellement, arrête consciemment et reformule avec bienveillance. Demande-toi, est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors pourquoi tu te parles comme ça à toi-même? Maintenant, je veux te demander, quelle phrase cruelle te répètes-tu le plus souvent à toi-même et comment pourrais-tu la transformer en une phrase de compassion? Écris-le dans les commentaires parce que ta transformation peut devenir l'exemple exact dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer à se traiter avec la gentillesse qu'il mérite. Leçon 4. Tu cherches des certitudes que la vie ne te donnera jamais. Tu veux changer de carrière, mais tu refuses d'agir tant que tu n'es pas absolument certain que ça va fonctionner. Tu veux des garanties que tu vas réussir, que tu ne vas pas te tromper, que tout va bien se passer avant de faire le premier pas. Et pendant que tu attends cette certitude qui ne viendra jamais, les mois passent, les années s'accumulent, et tu restes coincé exactement au même endroit. Ton esprit t'a convaincu que l'incertitude est dangereuse, qu'agir sans garantie, c'est de l'irresponsabilité, que tu dois tout savoir avant de bouger. Alors tu accumules les informations, tu analyses encore et encore, tu lis 100 articles, tu poses 1000 questions. Tu cherches désespérément cette certitude qui te permettrait enfin d'agir sans peur. Regarde combien de choses tu n'as pas faites parce que tu n'étais pas sûr à 100%. Tu voulais parler à cette personne, mais tu n'étais pas certain qu'elle serait réceptive. Tu voulais lancer ce projet, mais tu n'avais pas la garantie qu'il réussirait. Tu voulais déménager dans cette ville, mais tu ne savais pas si c'était le bon choix. Ton obsession de certitude t'a coûté plus cher que n'importe quel échec. Marc Aurèle écrivait que l'incertitude est la nature même de l'existence. Rien n'est jamais garanti, tout change constamment. Et vouloir contrôler l'incontrôlable est la recette parfaite pour la misère. Ton esprit refuse d'accepter cette vérité fondamentale, alors il te paralyse en exigeant l'impossible. La neuroscience a découvert quelque chose de fascinant. Notre cerveau déteste l'incertitude, plus qu'il ne déteste le résultat négatif certain. Des études montrent que l'incertitude prolongée génère plus de stress et d'anxiété qu'une mauvaise nouvelle confirmée. C'est pour ça que ton esprit préfère rester coincé dans l'analyse, plutôt que de prendre une décision incertaine, même si cette décision pourrait améliorer ta vie. Imagine quelqu'un qui refuse de traverser une rue tant qu'il n'a pas la garantie absolue qu'aucune voiture ne viendra jamais. Cette personne ne traversera jamais, parce que cette garantie n'existe pas. Tu peux regarder, évaluer le risque, puis décider de traverser ou non, mais la certitude totale, jamais. Ton besoin de certitude vient de ta peur de te tromper, d'échouer, de prendre la mauvaise décision. Alors tu restes figé, en espérant que plus d'informations, plus d'analyses, plus de temps vont magiquement éliminer le risque. Mais l'incertitude est permanente, tu peux juste apprendre à agir malgré elle. Épictète enseignait à accepter que nous ne contrôlons presque rien sauf nos propres jugements et actions. Tout le reste est incertain par nature. Ton esprit combat cette vérité en créant l'illusion que si tu réfléchis assez, tu peux éliminer l'incertitude. Arrête d'attendre d'être sûr et commence à agir avec suffisamment d'informations. Les recherches sur la prise de décision montrent que les décisions prises, avec 70% de certitude, ont le même taux de succès que celles prises
avec 90%, mais arrive beaucoup plus vite, permettant l'ajustement et l'apprentissage en cours de route. Sénèque disait que nous perdons notre vie à attendre de vivre, et attendre la certitude, c'est exactement ça. Tu perds des années à attendre le moment parfait, l'information complète, la garantie absolue, pendant que d'autres avancent, avec courage, dans l'incertitude, et apprennent en chemin. Accepte que chaque décision importante implique de l'incertitude. C'est inévitable. Tu ne sauras jamais avec certitude si ce travail va fonctionner, si cette relation va durer, si ce projet va réussir. Tu évalues, tu décides du mieux que tu peux, puis tu ajustes en fonction de ce qui arrive. Commence à agir avec assez de certitude, plutôt qu'avec certitude totale. Demande-toi, ai-je assez d'informations pour prendre une décision raisonnable? Si oui, décide et agis. Sinon, identifie quelle information critique manque vraiment. Pas tous les détails possibles, mais juste ce qui est vraiment essentiel. Maintenant, je veux te demander, dans quelle situation cette semaine pourrais-tu accepter de ne pas avoir toutes les réponses et agir quand même avec le courage de l'incertitude? Écris-le dans les commentaires parce que ton acte de courage peut encourager quelqu'un d'autre à faire ce premier pas sans attendre la certitude qui ne viendra jamais. Leçon 5. Ton esprit te protège tellement qu'il te paralyse complètement. Tu dois faire une présentation importante demain devant 20 personnes. Au lieu de te préparer calmement, ton esprit se met en mode alarme rouge et te bombarde de tous les dangers possibles. Et si tu bégayes? Et si tu oublies tout? Et si quelqu'un pose une question difficile? Et si tout le monde pense que tu es incompétent? Résultat, tu passes la nuit à paniquer au lieu de dormir, convaincu que ton esprit te protège, alors qu'il te détruit. Ton esprit croit te rendre service en imaginant tous les dangers possibles, en anticipant tous les échecs potentiels, en te montrant tout ce qui pourrait mal tourner. Il pense te protéger, mais en réalité, il te transforme en prisonnier de ta propre peur, tellement protégé que tu ne peux plus bouger. Chaque fois que tu veux essayer quelque chose de nouveau, ton esprit active ses alarmes. Tu veux parler à quelqu'un qui t'intéresse, il te montre 1000 scénarios de rejet. Tu veux proposer ton idée en réunion, il te convainc que tout le monde va te ridiculiser. Tu veux postuler à ce job, il te prouve que tu n'es pas qualifié. Cette voix prétend te sauver, mais elle te garde coincé dans une vie que tu ne veux pas. Marc Aurèle écrivait qu'il faut distinguer entre les dangers réels et les dangers imaginés. Ton esprit mélange les deux constamment. Il traite un rejet social avec la même alarme qu'une menace physique mortelle. Résultat, tu évites une conversation comme tu éviterais un lion affamé. Les neurosciences expliquent ce phénomène avec précision. Notre amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, ne fait pas la différence entre danger réel et danger social imaginé. Des études montrent qu'anticiper une présentation active les mêmes zones cérébrales que fuir un prédateur. Ton corps libère du cortisol et de l'adrénaline pour un danger qui n'existe que dans ta tête. Imagine un garde du corps tellement zélé qu'il ne te laisse jamais sortir de chez toi parce que dehors, c'est dangereux. Techniquement, il te protège, mais d'une vie entière d'expériences, de relations, de découvertes. Ton esprit fait exactement ça, il te protège tellement qu'il te vole ta vie. Ton mécanisme de protection mentale était utile quand les dangers étaient physiques et immédiats. Un prédateur, une chute, un accident. Mais maintenant, il s'active pour des dangers, comme « et si les gens pensent que je suis bizarre ?» ou « et si je fais une erreur au travail ?» Des menaces imaginaires traitées comme des urgences vitales. Épictète enseignait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais nos jugements sur ces choses. Ton esprit protecteur juge chaque incertitude comme un danger mortel. Alors il t'ordonne de te figer. C'était utile dans la savane. C'est paralysant dans la vie moderne. Arrête de laisser ton esprit confondre protection et paralysie. Demande-toi, quel est le vrai danger ici? Qu'est-ce qui peut vraiment me blesser? Versus, qu'est-ce qui est juste? Inconfortable.
La recherche montre que 85% de ce que nous craignons n'arrive jamais, et que parmi les 15% qui arrivent, 79% des gens découvrent qu'ils gèrent mieux que prévu. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Ton esprit protecteur te fait souffrir de 1000 dangers imaginaires pour t'éviter un danger réel qui souvent n'existe même pas. Le coût de cette protection excessive, c'est une vie non vécue. Remercie ton esprit pour son intention de te protéger, puis reprends le contrôle. Merci de me signaler ce danger potentiel. J'ai entendu, maintenant je vais évaluer rationnellement et décider. Tu n'ignores pas l'alarme, tu la reconnais puis tu décides si elle est proportionnée. Expose-toi progressivement aux choses que ton esprit juge dangereuses. Prouve-lui par l'expérience que la plupart de ces alarmes sont des fausses alertes. Chaque fois que tu agis malgré l'alarme et que rien de terrible n'arrive, ton esprit recalibre un peu son niveau de protection excessive. Accepte que vivre implique du risque, que grandir implique de l'inconfort, que toute action implique la possibilité d'échec. Ton esprit veut éliminer tout risque, tout inconfort, toute possibilité d'échec, ce qui signifie éliminer toute vie véritable. Maintenant, je veux te demander quel risque ton esprit te convainc d'éviter en ce moment, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un inconfort temporaire et non d'un danger réel. Écris-le dans les commentaires parce que ton honnêteté peut aider quelqu'un d'autre à distinguer entre protection utile et paralysie toxique. Leçon 6. Tu vis 10 vies imaginaires au lieu de vivre ta vie réelle. Tu es assis à table avec ta famille pour le dîner, mais tu n'es pas vraiment là. Dans ta tête, tu es en train de rejouer la conversation que tu as eue ce matin avec ton collègue, en disant cette fois exactement ce que tu aurais dû dire. Puis tu sautes dans un scénario futur où tu démissionnes avec un discours parfait. Pendant ce temps, ton enfant te pose une question pour la 3e fois et tu n'as rien entendu. Tu passes plus de temps dans des scénarios imaginaires que dans ta vie réelle, des conversations que tu n'auras jamais, des situations qui n'arriveront probablement pas, des versions alternatives de toi, dans des circonstances différentes. Pendant que tu vis ces 10 vies dans ta tête, ta vraie vie se passe sans toi. Ton esprit est un simulateur constant de réalité alternative. Tu refais cette dispute d'hier avec des réponses brillantes. Tu préjoues cet entretien de demain avec tous les scénarios possibles. Tu t'imagines riche et célèbre, puis pauvre et rejeté. Combien d'heures cette semaine tu as passé dans ta tête à vivre des versions imaginaires de ta vie, au lieu de vivre la version réelle? Marc Aurèle se rappelait constamment de revenir au moment présent, de vivre la vie qui se passe maintenant, plutôt que de se perdre dans les vies imaginaires du passé alternatif ou du futur hypothétique. Ton esprit fait exactement l'inverse. Il fuit constamment le présent pour des mondes mentaux plus confortables ou plus excitants. Les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau passe 47% de son temps à errer mentalement et que ce vagabondage mental est directement corrélé avec des niveaux plus élevés de malheur. Des études par IRM révèlent que quand l'esprit erre dans des scénarios imaginaires, les zones cérébrales associées au stress s'activent comme si ces scénarios étaient réels. Imagine quelqu'un assis dans une pièce magnifique, avec une vue incroyable, mais qui passe tout son temps les yeux fermés à imaginer d'autres pièces, d'autres vues. Cette personne rate complètement la beauté qui l'entoure, en fantasmant sur ce qui pourrait être ailleurs. C'est exactement ce que tu fais avec ta vie. Ton esprit préfère les vies imaginaires parce que là, tu as le contrôle total. Les conversations se passent exactement comme tu veux. Les gens réagissent parfaitement. Tu dis toujours la chose parfaite au moment parfait. La vraie vie est imprévisible et inconfortable, alors ton esprit fuit vers ces simulations contrôlables. Épictète enseignait à se concentrer sur ce qui est réellement devant nous maintenant, pas sur ce qui pourrait être ou aurait pu être. Ton esprit combat constamment cette sagesse en te tirant dans 1000 directions temporelles et hypothétiques simultanément. Arrête de gaspiller ta vie à vivre dans ta tête et commence à la vivre dans la réalité. Chaque minute passée dans un scénario imaginaire est une minute volée à ton existence réelle. Et contrairement aux simulations mentales, ta vraie vie ne se met pas sur pause pendant que tu rêvasses.
Sénèque disait que toute la vie se passe dans l'attente de vivre. Et vivre dans des scénarios imaginaires, c'est exactement ça. Tu attends que ta vraie vie commence pendant que tu vis des versions fictives dans ta tête. Mais la vraie vie, c'est maintenant, ce moment exact, et tu le rates. Attrape-toi quand tu dérives dans des scénarios mentaux et ramène-toi consciemment au présent. Qu'est-ce qui se passe réellement maintenant, dans ce moment, dans cette pièce, dans mon corps? Ancre-toi dans la réalité sensorielle immédiate au lieu des films mentaux. Accepte que ta vie réelle sera toujours imparfaite, imprévisible, inconfortable, comparée aux versions polies que tu crées dans ta tête. Mais elle a un avantage énorme. Elle est réelle, elle compte, elle crée de vraies connexions, de vraies expériences, de vrais souvenirs. Maintenant, je veux te demander, dans quel moment aujourd'hui as-tu été absent de ta vie réelle parce que ton esprit était occupé à vivre des scénarios imaginaires? Écris-le dans les commentaires et partage comment tu vas ramener ton attention au présent, parce que ton expérience peut rappeler à quelqu'un d'autre que la vraie vie se passe maintenant, pas dans la tête. Leçon 7. Ton besoin de tout planifier te vole la capacité d'improviser. Tu prépares ce voyage depuis des mois, chaque journée planifiée minute par minute, chaque restaurant réservé, chaque visite programmée. Puis le premier jour, il pleut et ton plan parfait s'effondre. Au lieu de t'adapter et de profiter quand même, tu paniques, tu stresses, tu te sens perdu parce que la réalité ne suit pas ton script. Pendant que toi tu restes figé à pleurer sur ton plan raté, d'autres voyageurs improvisent et découvrent des endroits magnifiques que tu n'avais jamais planifiés. Tu veux tout prévoir, tout contrôler, tout planifier dans les moindres détails avant même de commencer. Et quand la réalité dévie de ton plan parfait, même légèrement, tu paniques parce que tu n'as jamais développé la capacité d'improviser, de t'adapter, de naviguer l'imprévu. Ton esprit t'a convaincu que planifier, c'est la sécurité. Que plus tu anticipes chaque détail, plus tu contrôles le résultat. Alors tu passes des heures à élaborer des plans sophistiqués qui s'effondrent au premier contact avec la réalité parce que la vie ne lit jamais tes scripts. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin, que ce qui bloque ton plan peut devenir l'opportunité que tu n'avais pas prévue. Mais ton esprit voit chaque déviation du plan comme une catastrophe plutôt qu'une invitation à improviser intelligemment. Des études en psychologie comportementale montrent que les personnes qui planifient obsessivement ont des niveaux d'anxiété plus élevés quand les choses changent. La rigidité cognitive, cette incapacité à s'adapter quand le plan échoue, est directement liée aux troubles anxieux. Ironiquement, plus tu planifies pour contrôler l'anxiété, plus tu deviens vulnérable à l'anxiété quand les plans ne fonctionnent pas. Imagine un musicien de jazz qui refuse de jouer sans partition complète, écrite à l'avance, versus un qui sait improviser sur une structure de base. Quand quelque chose change dans la musique, le premier panique et s'arrête, le deuxième s'adapte et crée quelque chose de nouveau. Ton obsession de planification te rend comme le premier. Ton besoin de tout planifier vient de ta peur de l'inconnu, de l'imprévisible, de ne pas savoir exactement quoi faire à chaque moment. Alors tu crées des plans détaillés qui te donnent l'illusion de contrôle, mais cette illusion s'évapore dès que la réalité décide de faire son propre truc. Épictète enseignait à préparer notre esprit plutôt que de préparer chaque détail externe. Un esprit flexible et résilient peut gérer n'importe quelle situation. Un plan rigide se brise au premier imprévu. Tu investis toute ton énergie dans le plan et zéro dans développer ta flexibilité mentale. Arrête de chercher à éliminer l'imprévu en planifiant obsessivement et commence à développer ta capacité à danser avec l'imprévu quand il arrive. La recherche montre que les gens qui tolèrent bien l'incertitude et savent improviser rapportent des niveaux de satisfaction de vie significativement plus élevés que ceux qui ont besoin de tout contrôler. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, mais il y a une différence entre savoir ta direction générale et vouloir contrôler chaque coup de vent. Tu peux avoir une destination claire tout en restant flexible sur le chemin pour y arriver. Pratique l'improvisation délibérément, fais des choses sans plan précis parfois. Sors de ta zone de confort planifiée.
Habitue ton esprit à naviguer sans carte détaillée. Chaque fois que tu improvises avec succès, tu prouves à ton esprit qu'il peut gérer l'imprévu. Accepte que les meilleurs moments de ta vie sont probablement venus de l'imprévu, de ces moments où le plan s'est effondré et quelque chose d'encore mieux est apparu. Mais tu ne verras jamais ces opportunités si tu es trop occupé à pleurer sur ton plan parfait raté. Maintenant, je veux te demander, quelle situation cette semaine pourrait devenir une opportunité d'improviser au lieu d'attendre que ton plan parfait se réalise? Écris-le dans les commentaires parce que ton exemple d'adaptation peut montrer à quelqu'un d'autre que la flexibilité est plus puissante que la planification rigide. Leçon 8. Ton mental n'est pas toi. C'est un outil que tu peux diriger. Tu es assis tranquillement et soudain, une pensée traverse ton esprit. Tu es un raté. Tu n'accomplis jamais rien d'important. Immédiatement, ton corps se tend, ton cœur s'accélère, la tristesse monte. Tu viens de croire cette pensée comme si c'était une vérité absolue, comme si c'était qui tu es. Mais attends, qui est celui qui observe cette pensée? Qui remarque que cette pensée est apparue? Voici la vérité la plus libératrice que tu puisses comprendre. Les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas qui tu es. Ton mental n'est pas toi, mais un outil que tu possèdes et que tu peux apprendre à diriger. Tu n'es pas obligé de croire ou d'obéir à chaque pensée qui apparaît. Pendant des années, tu as cru que tu étais tes pensées, que si ton esprit dit « tu vas échouer », alors c'est une prédiction fiable, que si ton esprit imagine un désastre, alors un désastre va arriver. Tu t'es identifié complètement avec le flux mental au point de perdre de vue qu'il y a un observateur derrière ce flux. Marc Aurèle pratiquait constamment cette observation détachée de ses propres pensées. Il se regardait penser, comme on regarde passer des nuages, ni attaché ni repoussant, juste observant. Cette pratique transforme ta relation avec ton mental de prisonnier à utilisateur conscient. Les neurosciences ont confirmé cette sagesse ancienne de manière fascinante. Des études par IRM montrent que quand tu observes tes pensées sans t'identifier à elles, l'activité se déplace de l'amygdale, le centre de la peur, vers le cortex préfrontal, le centre de la conscience. En d'autres termes, observer tes pensées plutôt que les croire change littéralement les circuits neuronaux actifs dans ton cerveau. Imagine que ton esprit est comme un cheval puissant. Tu peux le laisser te traîner où il veut en te tenant désespérément à sa crinière, ou tu peux apprendre à le monter et le diriger. Le cheval aura toujours sa propre énergie et ses propres impulsions, mais toi, tu décides où vous allez ensemble. Ton esprit va continuer à produire des pensées anxieuses, négatives, catastrophiques. C'est sa nature de scanner les dangers et les problèmes. Mais toi, tu n'es pas obligé de croire ces pensées, de t'y accrocher, de les laisser diriger tes actions. Tu peux les voir passer et choisir consciemment lesquelles méritent ton attention. Épictète enseignait que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et ce pouvoir sur l'esprit commence par réaliser qu'on n'est pas l'esprit. On est celui qui observe l'esprit, celui qui peut choisir quelle pensée nourrir et laquelle laisser mourir de faim. Arrête de prendre chaque pensée au sérieux simplement parce qu'elle est apparue dans ta tête, commence à les trier activement. Cette pensée est utile, je vais l'explorer. Cette pensée est juste du bruit mental toxique, je la laisse passer. La pratique méditative de la pleine conscience, validée par des milliers d'études, est essentiellement cet entraînement stoïcien ancien. Sénèque disait que l'homme sage commande à son esprit, l'insensé lui obéit, et c'est exactement la différence entre vivre dirigé par ton mental versus diriger consciemment ton mental. L'un te traîne dans tous les sens, l'autre tu l'utilises comme l'outil puissant qu'il peut être. Pratique cette séparation quotidiennement, assieds-toi quelques minutes et observe tes pensées comme tu observerais des voitures passer dans la rue. Tu n'es pas les voitures, tu es celui sur le trottoir qui les regarde passer. Tes pensées ne sont pas toi, tu es celui qui les observe. Accepte que ton esprit va toujours produire du bruit mental, des pensées inutiles, des scénarios anxieux, c'est son fonctionnement par défaut. Mais maintenant tu sais que tu n'es pas obligé de monter dans chaque train de pensée qui passe, tu peux rester sur le quai et les laisser partir. Maintenant je veux te demander,
Quelle pensée anxieuse vas-tu observer cette semaine comme un nuage qui passe au lieu de croire que c'est qui tu es vraiment? Écris-le dans les commentaires, parce que ta pratique de séparation peut inspirer quelqu'un d'autre à comprendre qu'il n'est pas ses pensées, mais l'observateur derrière elles. Le chaos mental ne disparaît jamais complètement parce qu'il fait partie de ce que signifie être humain. Ce qui est entre tes mains, c'est de décider si ce chaos sera ton maître ou ton terrain d'entraînement. Les stoïciens l'ont compris mieux que personne. Le calme ne vient pas quand ton esprit arrête de penser. Il vient quand tu apprends à diriger tes pensées au lieu d'être dirigé par elles. Chacune des 8 leçons que nous avons vues aujourd'hui est un outil pratique que tu peux utiliser dès maintenant sans attendre que ton esprit se calme magiquement. Rappelle-toi que la maîtrise mentale est un entraînement quotidien, pas une destination finale. Peut-être ne peux-tu pas contrôler chaque pensée qui traverse ton esprit, mais tu peux absolument choisir laquelle mérite ton attention et ton énergie. Aujourd'hui, tu as devant toi l'opportunité de développer la même force mentale qui a permis à Marc Aurèle de rester serein pendant que son empire s'effondrait autour de lui, qui a donné à Épictète la liberté intérieure même quand son corps était enchaîné, qui a offert à Sénèque la paix au milieu des complots qui menaçaient sa vie. S'ils ont trouvé le calme dans des circonstances infiniment plus difficiles que les nôtres, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de le faire aussi? Si ce message a résonné en toi, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui lutte contre son propre esprit. Tu ne sais jamais à quel point une leçon de calme peut arriver au moment exact où quelqu'un en a désespérément besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à construire ensemble cette communauté stoïcienne qui grandit et se fortifie. Laisse-moi dans les commentaires la phrase « Je dirige mon esprit, il ne me dirige pas » pour te rappeler et rappeler à tous ceux qui le liront que ton mental est un outil puissant quand tu choisis consciemment de le maîtriser. Merci du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici. Ton engagement à vouloir grandir, à chercher des réponses, à ne pas abandonner face au chaos mental, tout ça nous pousse à continuer de créer ce contenu, à rechercher les meilleures leçons stoïciennes et à les partager avec toi de la manière la plus pratique possible. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo en ce moment. C'était peut-être exactement le rappel dont tu avais besoin pour réaliser que ton esprit ne définit pas qui tu es, que tes pensées ne sont pas des ordres, que le calme est possible, même au milieu de la tempête mentale. Garde cette vérité précieusement. Ton esprit va continuer à produire du bruit, des peurs, des scénarios catastrophes. Mais maintenant tu sais que tu n'es pas obligé de danser au rythme de chaque pensée qui passe. Tu es le maître, pas l'esclave. Et ce pouvoir, aussi simple qu'il paraisse, change absolument tout. Je te suggère de réviser les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.